Il roulait dans la rue, il voyait une femme, il la regardait et il disait « Tu es la prochaine ». C'est devenu un risque pour la santé publique, mais alors qu'il est effacé du monde, les équipes de démolition ne peuvent pas effacer les souvenirs de ce qui s'est passé à l'intérieur. Les procureurs affirment qu'il contenait les notes explicites de Naso sur les crimes qu'il a commis. Naso est un ancien photographe. Il a été inculpé, puis reconnu coupable du meurtre de 4 femmes. On dit que le temps adoucit les gens, mais pour ces tueurs âgés, l'âge ne les a rendus que plus dangereux. Certains jouaient la comédie du vieil homme fragile au tribunal, tandis que d'autres ne montraient aucun remords. Mais l'un d'eux, Robert Durst, l'héritier immobilier multimillionnaire, a accidentellement avoué un meurtre alors qu'il portait un micro ouvert, murmurant des mots glaçants qui ont scellé son destin à jamais. Plongeons dans le sujet. Il n'essayait pas de s'en sortir. Il l'a fait en plein jour, devant des dizaines de témoins, devant ses enfants. Certains criminels ne changent jamais, peu importe le temps qui passe. Albert Flick était dans la soixantaine avancée, un homme à l'apparence frêle qui avait déjà passé des décennies derrière les barreaux. Le système pensait qu'il était trop vieux pour tuer à nouveau, alors ils l'ont relâché. Mais à peine 2 ans plus tard, il a prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. En plein jour, dans une rue très fréquentée, il a commis un meurtre brutal, de la même manière qu'il avait déjà tué auparavant. Et lorsque les portes du tribunal se sont refermées sur lui pour la dernière fois, il ne restait plus aucune sympathie. Albert Flick avait un passé sombre de cruauté envers les femmes. En 1979, il a été condamné à 25 ans de prison pour avoir poignardé à mort sa femme, Sandra Flick, devant leurs enfants. Après avoir purgé sa peine, il a été libéré, mais quelques années plus tard, il s'est retrouvé de nouveau en prison pour avoir agressé une autre femme. Malgré son casier judiciaire, un juge a décidé en 2010 de ne pas lui infliger une nouvelle longue peine, arguant que Flick était trop âgé pour représenter une menace pour la société. Il a de nouveau été remis en liberté. Cette décision allait coûter la vie à une femme innocente. En 2018, Flick était devenu obsédé par Kimberly Doby, une mère de jumeaux âgée de 48 ans. Elle n'avait aucun intérêt pour lui, mais Flick refusait de lâcher prise. Il l'a traquée, surveillait chacun de ses mouvements et l'a même suivi jusqu'à un refuge pour sans-abri. Puis il a fait son dernier geste calculé. Le 15 juillet 2018, devant une laverie automatique à Lewiston, dans le Maine, Flick a lancé une attaque brutale. En plein jour, sous les yeux de passants, il a poignardé Kimberly Doby 11 fois au cœur et au cou, à seulement quelques mètres de ses fils jumeaux. Les images de vidéosurveillance ont capturé l'instant terrifiant où Flick a continué à poignarder même après qu'elle se soit effondrée. Les témoins ont crié, mais il était trop tard. Kimberly s'est vidée de son sang sur le trottoir, sous les yeux horrifiés de ses enfants. Flick a été arrêté sur place. Sa défense ? Il savait qu'il était trop vieux pour subir un autre rejet, alors s'il ne pouvait pas avoir Kimberly, personne ne le pourrait. Le jury n'a mis que 45 minutes à rendre son verdict. Nous déclarons coupable. Le seul mot que la famille et les amis de Doby voulaient entendre. Lors de son procès en 2019, les procureurs ont démontré qu'il avait tout planifié, allant jusqu'à acheter un ensemble de couteaux quelques jours avant l'attaque. Le jury n'a mis que 40 minutes à le condamner pour meurtre. À 77 ans, Flick a été condamné à la prison à vie. Cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance. C'était une erreur judiciaire. Il n'aurait jamais dû être libéré en premier lieu. S'il l'avait regardé en prison, Kim serait encore en vie. La famille de Kimberly était dévastée, sachant que cette tragédie aurait pu être évitée. Et le public ? Indigné. Le système judiciaire avait ignoré les signaux d'alerte, permettant à un tueur connu de retourner dans la rue. La libération d'Albert Flick a coûté la vie à une femme innocente, mais l'affaire suivante est encore plus troublante. Joseph Naso tenait des journaux détaillés de ses crimes, révélant un schéma sinistre qui est passé inaperçu pendant des décennies. Joseph Naso a commencé aujourd'hui. C'est l'homme accusé d'avoir assassiné 4 jeunes femmes et d'avoir abandonné leur corps sur le bord de la route. Les caméras étaient autorisées au tribunal pour le début de ce procès. Un homme âgé discret, photographe à la retraite, et un tueur en série caché à la vue de tous. Joseph Naso, ancien photographe indépendant, avait passé des décennies à voyager à travers les États-Unis, semblant se fondre dans la société. Mais lorsque la police a fouillé son domicile en 2011, elle a découvert un journal intime qui relatait des crimes horribles s'étalant sur des décennies. Les pages racontèrent l'histoire glaçante d'un prédateur méticuleux qui conservait des photos, des souvenirs et des notes manuscrites sur ses victimes. Les procureurs affirment qu'il contenait les notes explicites de Naso sur les crimes qu'il avait commis. Naso est un ancien photographe. Il a été inculpé puis reconnu coupable du meurtre de 4 femmes. Pendant des années, les autorités ont eu du mal à résoudre une série de meurtres remontant aux années 1970.
Les victimes avaient quelque chose d'inhabituel en commun. Toutes portaient un prénom et un nom de famille commençant par la même lettre. Cette connexion étrange a conduit les enquêteurs à surnommer ces crimes les meurtres aux doubles initiales. Mais sans suspect, l'affaire est restée non résolue. Tout a changé lorsque Joseph Naso a été arrêté en 2011 pour avoir violé sa probation à la suite d'un vol mineur. Lorsque les policiers ont fouillé son domicile, ils ont découvert un véritable cauchemar par écrit, un journal de crimes détaillé décrivant des meurtres horribles. Le journal contenait des descriptions de la manière dont il maîtrisait les femmes, des lieux où il abandonnait leur corps, et même des photographies de certaines de ses victimes. Malgré son âge, 77 ans au moment de son procès, Naso est resté froid et défiant devant le tribunal, allant même jusqu'à assurer lui-même sa défense. Lors du procès en 2013, l'accusation a présenté des preuves accablantes, notamment de l'ADN, une analyse de l'écriture manuscrite et le contenu troublant du journal de Naso. Naso a affirmé qu'il était faussement accusé, soutenant que son journal n'était rien d'autre que des histoires fictives et que les femmes sur ses photos n'étaient que des modèles. Mais les preuves parlèrent d'elles-mêmes. Le jury l'a reconnu coupable de 4 chefs de meurtre au premier degré et, en raison de la gravité aggravante des crimes, les procureurs ont réclamé la peine de mort. À 79 ans, Naso a été condamné à mort en 2013. Il n'a montré aucun remords, rejetant au contraire la faute sur les victimes pour leur propre mort et affirmant que le système judiciaire était corrompu. Avec le moratoire sur les exécutions en Californie, Naso se trouve désormais dans le couloir de la mort, passant ses dernières années dans une cellule de prison plutôt que dans la vie tranquille qu'il avait si bien manipulée autrefois. C'était une période très émotive. Pouvez-vous expliquer pourquoi et comment cela s'est passé? C'est revivre toute votre vie encore une fois. Chaque fois que vous deviez prendre un moment pour y penser, vous repensiez à toutes les choses qu'il vous avait prises. Les familles des victimes ont pleuré au tribunal, revivant les horreurs qu'elles avaient endurées pendant des décennies sans réponse. Certaines ont exprimé leur soulagement en sachant que Naso ne serait plus jamais libre, tandis que d'autres auraient souhaité qu'il soit arrêté plus tôt, avant qu'il n'ait la possibilité de prendre autant de vies. Le journal macabre de Joseph Naso a révélé ses crimes, mais l'affaire suivante est encore plus troublante. Anthony Sowell, connu sous le nom de l'étrangleur de Cleveland, a plongé tout un quartier dans la peur alors que les autorités découvraient l'impensable à l'intérieur de sa maison. C'est devenu un risque pour la santé publique. Mais alors que le lieu est effacé du monde, les équipes de démolition ne peuvent pas effacer les souvenirs de ce qui s'est passé à l'intérieur. Sowell attire une femme chez lui, que celle-ci vive ou meure ne dépend que de lui. Combien de fois va-t-il violer? Combien de fois va-t-il tuer avant que quelqu'un ne puisse pénétrer l'esprit d'un tueur en série? En 2009, une odeur inquiétante flottait sur Imperial Avenue à Cleveland, dans l'Ohio. Les voisins s'en sont plaints pendant des mois, mais personne n'aurait pu imaginer ce qui en était réellement la cause. Derrière les portes de la maison d'Anthony Sowell, la police a découvert quelque chose qui hanterait la ville à jamais. Une maison de l'horreur cachant l'une des séries de meurtres les plus choquantes de l'histoire récente. Anthony Sowell, un ancien marine, avait réussi à se fondre dans la société malgré un passé troublant. Pour les gens de l'extérieur, il n'était qu'un homme d'âge moyen menant une vie tranquille dans son quartier de Cleveland, mais à l'intérieur de sa maison, il cachait un secret macabre. L'horreur a été révélée lorsqu'une femme a réussi à s'échapper de sa maison et à courir directement vers la police. Ce que les policiers ont découvert en arrivant était bien pire que tout ce que l'on pouvait imaginer. Des corps enterrés dans des tombes peu profondes dans le jardin, des restes en décomposition à l'intérieur de la maison, et des preuves de victimes supplémentaires qui avaient disparu sans laisser de traces. L'odeur nauséabonde dont les voisins s'étaient plaints pendant des mois, c'était la vérité inimaginable, la mort cachée en pleine vue. Sowell a été arrêté et une enquête approfondie a révélé qu'il ciblait des femmes depuis des années. Ces victimes étaient principalement des femmes issues de milieux vulnérables, beaucoup luttant contre la dépendance ou l'itinérance, des personnes dont il pensait que personne ne remarquerait la disparition. La police a retrouvé les restes de 11 femmes à l'intérieur et autour de sa maison. Certaines étaient cachées dans des sacs poubelles, d'autres enterrées dans le jardin, et certaines simplement laissées à l'intérieur de la maison pour se décomposer. Au procès, Sowell n'a montré aucun remords. Il est resté impassible au tribunal pendant que les procureurs exposaient les détails macabres de ces années de terreur. Puis il a commencé à passer le câble de rallonge autour de mon cou, par derrière, par derrière. Ensuite, qu'a-t-il fait, le cas échéant, avec ce câble de rallonge? Il l'a serré aussi fort qu'il a pu, au point que je ne pouvais plus respirer. Le jury n'a pas perdu de temps pour lui infliger la peine suprême, la mort. Mais la justice a pris une autre forme.
En 2021, avant que son exécution ne puisse avoir lieu, Sowell est mort en prison à l'âge de 61 ans des suites d'une maladie incurable. Il n'a jamais affronté l'injection létale que les familles de ses victimes attendaient. Dick Ambrose a plaidé coupable 82 fois. Dans la salle d'audience, les proches des victimes se balançaient doucement mais anxieusement d'avant en arrière pendant que le verdict était lu, puis ils se sont étreints avant de quitter la salle. Le meurtrier Anthony Sowell. Les familles des victimes étaient assises au tribunal, en larmes, alors qu'elles écoutaient les détails inimaginables de ce que leurs proches avaient enduré. Certaines étaient furieuses que Sowell n'ait jamais été exécuté, estimant qu'il avait échappé à la véritable justice. D'autres, cependant, considéraient sa lente agonie derrière les barreaux comme une fin appropriée, piégé dans le même type de confinement qu'il avait imposé à tant d'autres. Les crimes d'Anthony Sowell ont laissé une ville bouleversée, mais l'affaire suivante concerne un riche héritier de l'immobilier qui pensait que son argent et son pouvoir pouvaient le placer au-dessus des lois. Pendant des décennies, Robert Durst a échappé à la justice, même alors que les cadavres s'accumulaient autour de lui. Mais sa dernière erreur ? Avoir avoué sur un micro ouvert sans même s'en rendre compte. Ce sont les 5 mots dont tout le monde parle cette semaine. Je les ai tous tués, bien sûr. Est-il possible qu'en prononçant ces mots, Robert Durst ait avoué 3 meurtres? Et la liste pourrait-elle être encore plus longue? Pendant des décennies, Robert Durst a vécu en tant qu'héritier immobilier riche et excentrique. Mais sous le luxe se cachait une traînée de morts et de tromperies. Son nom était lié à plusieurs disparitions et meurtres, mais il a toujours réussi à échapper à la justice, jusqu'à ce qu'une confession captée par un micro ouvert dans un documentaire change tout. Le mystère entourant Durst a commencé en 1982, lorsque sa femme, Kathleen Durst, a disparu sans laisser de traces. Les enquêteurs soupçonnaient un acte criminel, mais sans corps, Durst a été relâché. Des années plus tard, en 2000, sa meilleure amie et confidente, Susan Berman, a été retrouvée abattue dans sa maison de Los Angeles, quelques jours seulement avant qu'elle ne doive parler à la police de la disparition de Kathleen. Puis est survenu le rebondissement le plus choquant. En 2001, Durst, déguisé avec une perruque et une robe, a été arrêté au Texas pour avoir tué et démembré son voisin, Maurice Black. Il a plaidé la légitime défense et, incroyablement, un jury l'a acquitté du meurtre malgré la découverte des restes de Black entassés dans des sacs poubelles. Durst avait de l'argent, du pouvoir et une capacité glaçante à échapper à la justice. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ses propres paroles finiraient par le faire tomber. Je les ai tous tués, bien sûr, sans la moindre hésitation, car c'était absolument nécessaire pour atteindre mon objectif final et assurer ma survie dans cette situation périlleuse. En 2015, le documentaire de HBO, The Jinx, a diffusé son dernier épisode. Et dans un moment impensable, Durst, ne réalisant pas que son micro était toujours allumé, marmonna pour lui-même dans la salle de bain « Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous tués, bien sûr !» Le FBI l'a arrêté le lendemain. Au procès, les procureurs ont dressé le portrait d'un homme qui tuait pour faire taire quiconque en savait trop. Les preuves étaient accablantes. L'écriture de Durst correspondait à celle de la note anonyme envoyée à la police au sujet du meurtre de Berman, et des témoins ont décrit son comportement paranoïaque et erratique dans la période précédant sa mort. Après des décennies à échapper à la justice, le verdict est tombé. En septembre 2021, Durst a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour avoir tué Susan Berman. Un mois plus tard, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais sa chute ne s'est pas arrêtée là. Quelques semaines seulement après sa condamnation, les procureurs de New York l'ont inculpé pour le meurtre de Kathleen Durst, offrant enfin à sa famille une chance d'obtenir justice. Robert Durst, héritier de l'immobilier à New York, a été inculpé pour le meurtre de son ex-femme. Kathleen Durst a été vue pour la dernière fois en 1982 et déclarée morte en 2017. Son corps n'a jamais été retrouvé. Durst est resté impassible au tribunal, homme frêle et maladif en fauteuil roulant, réagissant à peine lorsque le juge a prononcé sa condamnation à perpétuité. Les familles des victimes, qui avaient attendu des décennies pour obtenir justice, ont éclaté en larmes, certaines soulagées, d'autres n'en revenant pas qu'il ait fallu autant de temps. Mais le dernier rebondissement ? Durst est mort en prison seulement 4 mois plus tard, laissant derrière lui un héritage de mystères, de meurtres et de questions sans réponse. L'affaire Durst était choquante, mais la suivante l'est tout autant. Un tueur en série tristement célèbre, connu sous le nom de BTK Strangler, a terrorisé sa communauté pendant des décennies, jusqu'à ce que sa propre obsession pour l'attention le conduise directement entre les mains des forces de l'ordre. C'était le tueur en série le plus odieux que le Kansas ait jamais connu. Il roulait tranquillement dans la rue, et là, il voyait une femme, il la regardait attentivement et se disait intérieurement « Tu es la prochaine victime ».
Pendant plus de 3 décennies, le tueur BTK a terrorisé Wichita, au Kansas, traquant, ligotant et étranglant ses victimes. Le nom BTK signifiait Bind, Torture, Kill, ligoter, torturer, tuer. Un titre qu'il s'était fièrement attribué dans des lettres de provocation envoyées aux médias et à la police. Malgré son besoin maladif d'attention, Dennis Rader menait une double vie. Père de famille dévoué, responsable d'église et membre respecté de sa communauté. Personne ne soupçonnait le monstre qui se cachait derrière le masque, jusqu'à ce que sa propre arrogance provoque sa chute. Entre 1974 et 1991, Rader a fait 10 victimes, planifiant soigneusement chaque attaque et emportant des souvenirs troublants de ses crimes. Puis, il s'est soudainement tué, disparaissant apparemment sans laisser de traces. Pendant des années, Wichita a vécu dans la peur. Mais sans nouveau meurtre, l'affaire est devenue froide. Puis, en 2004, tout a changé. Au 30e anniversaire de son premier crime connu, Dennis Rader n'a pas pu résister à l'envie de rappeler au monde qui il était. Il a envoyé une lettre à une chaîne de télévision locale, relançant la traque du tueur le plus notoire de la ville. Ce qui a suivi fut un dangereux jeu du chat et de la souris, où Rader croyait avoir le contrôle. Mais il se trompait. La plus grande erreur de Rader a été de demander à la police s'il pouvait retrouver des informations à partir d'une disquette. Les enquêteurs ont menti, lui assurant que c'était sans danger. Il l'a envoyé par la poste. En quelques heures, la police, grâce à la police scientifique numérique, a remonté jusqu'à lui, découvrant son vrai nom, son église et son adresse personnelle. Le 25 février 2005, après 30 ans à échapper à la justice, Dennis Rader a été arrêté. Je me suis introduit dans la maison et j'ai attendu qu'elle rentre chez elle. Ceci est la déclaration d'un meurtrier sadique. Étiez-vous armé d'un pistolet à ce moment-là? Oui, j'avais un pistolet. Passez à votre retour. J'avais 2 pistolets. Au tribunal, Rader n'a montré aucun remords, livrant une confession froide et détaillée de chacun de ses crimes, comme s'il lisait une liste de courses. Son absence d'émotion a stupéfié la salle d'audience, surtout lorsqu'il a décrit les moments terrifiants précédant la mort de ses victimes. Malgré son plaidoyer de culpabilité, le juge lui a infligé la peine la plus sévère possible, 10 peines de prison à vie consécutive, garantissant qu'il mourrait derrière les barreaux. Les familles de ses victimes étaient assises dans la salle d'audience, tremblant de colère et de chagrin, tandis qu'une autre survivante de ces attaques a déclaré « Tu n'es rien ». Mais la réaction la plus glaçante, Rader est resté impassible, ne rompant son silence que pour se plaindre de la nourriture de la prison et de son absence d'accès à une télévision. Un tueur en série qui se nourrissait de l'attention était désormais piégé en isolement, réduit au silence pour toujours. Notre prochain cas concerne une condamnation injustifiée qui a mis des décennies à être corrigée, tandis qu'un meurtrier restait dans l'ombre. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne sais pas quoi dire. Je sais juste que ce n'est pas juste. Je suis désolé. Le 13 juin 1996, la petite ville d'Idaho Falls, dans l'Idaho, a été bouleversée par un crime horrible. Angie Dodge, une jeune femme de 18 ans, a été retrouvée brutalement assassinée dans son appartement. L'affaire a déconcerté les enquêteurs, et sans suspect immédiat, la pression s'est accentuée pour retrouver le meurtrier. Pendant plus de 2 décennies, l'affaire a pris des tournures inattendues, entraînant des condamnations injustifiées, des enquêtes ADN avancées, et, finalement, la justice. 6 mois après le meurtre, les enquêteurs se sont concentrés sur Chris Tapp, un jeune homme de 20 ans. Au départ, il a été interrogé pour fournir des informations sur d'autres suspects, mais l'interrogatoire s'est rapidement transformé en une séance intense. Pendant plus de 100 heures, Chris a subi des pressions, a été manipulé et on lui a communiqué des détails sur le crime. Bien qu'aucune preuve matérielle ne le relie au meurtre, il a avoué sous la contrainte. En 1998, il a été condamné pour complicité de mauvais traitement et de meurtre sur Dodge. Sa peine ? Un minimum de 30 ans de prison. Chris est ensuite revenu sur ses aveux, affirmant qu'il avait été contraint par les détectives. L'affaire a été réexaminée en 2007, et des experts ont déterminé que sa confession n'était pas fiable. Mais ce n'est qu'en 2017 que sa condamnation pour mauvais traitement a été annulée, et il a été libéré après avoir passé 20 ans derrière les barreaux. Est-ce que prendre en considération l'innocence de Chris? Ils ont utilisé la tromperie et des preuves fausses. Ils lui ont dit qu'il avait échoué au polygraphe, qu'il mentait. Ensuite, les enquêteurs ont continué à chercher le véritable meurtrier. En 2014, une avancée semblait proche lorsque les autorités ont utilisé la recherche ADN familiale. Ils ont trouvé une correspondance partielle avec un homme nommé Michael Usry Sr., dont l'ADN figurait dans une base de données généalogique publique. Son fils, Michael Usry Jr., un cinéaste de la Nouvelle-Orléans, était désormais suspecté.
Ses antécédents de voyage dans l'Idaho ont suscité encore plus de soupçons. Les détectives l'ont convoqué pour l'interroger, ont prélevé son ADN et ont attendu les résultats avec anxiété. Lorsque le test est revenu, il était négatif. Michael Jr. était innocent. La police s'était encore une fois trompée de personne. Toutes les pistes étant épuisées, les enquêteurs ont tenté une dernière approche en 2018. Cette fois, ils ont utilisé un outil médico-légal puissant, la recherche d'ADN familial autosomique. Les résultats les ont menés à un homme nommé Brian Lee Dripps Sr. Dripps avait vécu en face d'Angie Dodge au moment de son meurtre. Les enquêteurs l'ont suivi et ont récupéré un mégot de cigarette qu'il avait jeté. Lorsqu'ils ont testé l'ADN, il correspondait parfaitement à celui retrouvé sur la scène du crime. Brian Dripps a été arrêté en 2019. Après un long interrogatoire, il a finalement avoué. Il a affirmé qu'il était sous l'influence cette nuit-là, qu'il avait seulement l'intention de blesser Angie, mais que les choses avaient dégénéré, entraînant sa mort tragique. Après 23 ans, le véritable meurtrier était derrière les barreaux. En février 2021, Brian Dripps a plaidé coupable. Il a été condamné à la prison à vie, mais sera éligible à une libération conditionnelle après 20 ans. Mais malgré tout, il n'éprouvait aucun remords pour ses actes. D'enquête, les détectives d'Idaho Falls ont identifié Dripps comme suspect grâce à des preuves ADN. Pendant ce temps, Chris Tapp, qui avait passé 2 décennies en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, a été totalement exonéré en juillet 2019. L'affaire d'Angie Dodge met en lumière comment Chris Tapp a perdu 20 ans de sa vie. Michael Usry Jr. a fait face à l'opinion publique pour un crime auquel il n'était aucunement lié. Et la mère d'Angie, qui s'est battue pendant des années pour découvrir la vérité, a vécu avec la douleur de savoir que la justice avait mis tant de temps à être rendue. Pour l'instant, la famille d'Angie Dodge peut enfin trouver un certain apaisement en sachant que l'homme responsable de sa mort est là où il doit être, derrière les barreaux. Notre prochaine affaire est encore plus troublante. Un homme qui se faisait passer pour un soignant, mais qui était en réalité un tueur en série sans pitié. La police a amené Billy Chimirmir pour l'interroger après avoir déclaré l'avoir vu se débarrasser d'une boîte à bijoux appartenant à Lou Harris, 81 ans, devant son appartement. Pendant des années, des familles à Dallas, au Texas, sont restées dévastées et dans l'incompréhension. Leurs proches âgés étaient décédés dans des circonstances mystérieuses, mais apparemment naturelles. Beaucoup d'entre eux étaient en bonne santé, actifs, et ne montraient aucun signe de maladie avant leur mort soudaine. Au début, ces cas n'ont pas éveillé de soupçons, mais en mars 2018, tout a changé lorsque Mary Bartel, 91 ans, a survécu à une attaque et a révélé des détails choquants sur ce qui se passait. Son témoignage a conduit à l'arrestation de Billy Chimirmir, un aide-soignant devenu tueur en série, accusé d'avoir assassiné au moins 22 femmes âgées. Billy Chimirmir a déménagé aux États-Unis depuis le Kenya en 2003, travaillant comme aide-soignant et vendeur de voitures. Mais derrière son apparence discrète se cachait quelque chose de bien plus sinistre. Il se faisait passer pour un agent d'entretien, un professionnel de santé ou un aide-soignant afin d'accéder au domicile de femmes âgées. Une fois à l'intérieur, il les étouffait avec un oreiller, faisant passer leur décès pour naturel. Comme il n'y avait aucun signe évident de lutte ou de traumatisme, ces meurtres sont restés inaperçus pendant des années. C'est la survie de Mary Bartel qui a finalement révélé la vérité. Le 20 mars 2018, la police a arrêté Billy Chimirmir. Lorsqu'ils ont fouillé son appartement, ils ont trouvé une preuve alarmante, une boîte à bijoux rouge remplie d'objets appartenant à plusieurs femmes décédées. Cette découverte l'a relié à de nombreux décès suspects, poussant les autorités à rouvrir plusieurs anciennes affaires. Le premier procès de Chimirmir en 2021 s'est soldé par un procès nul en raison d'un jury bloqué à 11 contre 1. Mais en 2022, lors de son nouveau procès, il a été reconnu coupable de meurtre capital. Qu'est-ce qui a poussé Billy Chimirmir à commettre ces crimes horribles? Les autorités pensent que son mobile était le gain financier. Il volait des bijoux précieux, de l'argent liquide et des objets de valeur à ses victimes, qu'il revendait pour en tirer profit. Ses actes étaient à calculer. Il ciblait spécifiquement des femmes âgées et aisées vivant seules ou dans des résidences de luxe pour retraités, pensant que personne ne soupçonnerait un acte criminel. Très bien, suivant. Oui, coupable? Oui. 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 Oui, coupable. Oui. Coupable. En 2022, Chimirmir a été reconnu coupable de plusieurs chefs de meurtre et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, les procureurs ont choisi de ne pas requérir la peine de mort, laissant de nombreuses familles de victimes avec le sentiment que la justice n'avait pas été pleinement rendue. Il n'a montré aucune honte pour ses actes.
Même en prison, Shimirmir n'a pas pu échapper aux conséquences de ses actes. Le 19 septembre 2023, il a été tué par son codétenu. L'affaire Billy Shimirmir est une histoire de trahison et d'horreur. Il était aide-soignant, une personne en qui l'on avait confiance pour protéger et prendre soin des plus vulnérables. Au lieu de cela, il s'est attaqué à eux dans leur propre maison, profitant de leur fragilité et de leur solitude. Pour les familles de ses victimes, sa mort en prison a apporté une certaine forme de clôture, mais elle n'effacera jamais la douleur qu'il a causée. La fille de l'une des victimes a déclaré « Cet homme n'a pas eu une fin paisible. Il y a un certain soulagement à penser qu'il ne s'en est pas sorti facilement. » Son histoire nous rappelle de façon glaçante que le mal peut se cacher à la vue de tous, parfois sous les traits mêmes des personnes en qui nous avons le plus confiance.